Donald Trump veut réduire au silence ses opposants et il s'en cache de moins en moins. En seulement un mois, une troisième personnalité critique envers Donald Trump se retrouve poursuivie par la justice. Alors comment est-ce que le président américain se sert de la justice contre ses opposants et que pourrait-il se passer ensuite? Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet important que l'on va voir aujourd'hui dans ces actualités du jour. On fera ensuite un point sur le reste de l'actualité. Et je rappelle pour tous les nouveaux que ce format est disponible en version podcast aussi sur Spotify, Apple Podcast et sur toutes les plateformes. N'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, demain sur notre podcast, on sortira une nouvelle interview qui, je pense, devrait beaucoup vous plaire. Bon, d'abord, il faut quand même rappeler pour le contexte qu'avant même son retour à la Maison-Blanche en janvier 2025, Donald Trump avait exprimé sa volonté de se venger de ses opposants politiques. Durant la campagne, il a répété vouloir s'en prendre à eux, il a évoqué des ennemis de l'intérieur et ce n'était donc pas vraiment une surprise de voir ce qu'il fait maintenant depuis plusieurs mois. Et pour ce faire, il s'appuie sur deux fidèles. Il y a d'abord la ministre de la Justice, Pam Bondi, ainsi que le patron du FBI, Kash Patel, qu'il a nommé à son arrivée au pouvoir et qui est connu comme étant l'un de ses plus proches soutiens. Alors le 20 septembre, Donald Trump avait adressé un message public à Pam Bondi sur son réseau social Truth Social, un message dans lequel il estime que Pam Bondi n'allait pas assez vite pour poursuivre James Comey, qui est l'ancien directeur du FBI, et Letitia James, qui est une procureure générale de New York, ainsi que Adam Schiff, qui est un sénateur démocrate. Dans son message publié donc directement sur les réseaux, il écrivait, je cite, « On ne peut plus traîner davantage, ça nuit à notre réputation et notre crédibilité. Ils ont lancé 2 procédures de destitution contre moi et m'ont inculpé 5 fois pour rien. Justice doit être faite maintenant. » Et ce qui est assez fou, c'est que selon le Wall Street Journal, Politico et plusieurs autres médias, eh bien Donald Trump souhaitait initialement envoyer ce message en privé, mais se serait trompé. En tout cas, c'est ce qui est rapporté par plusieurs médias. En tout cas, que ce soit vrai ou faux, peu importe, la réalité c'est que ce message il a été posté publiquement et il montre clairement la volonté du président des États-Unis. Et spoiler d'ailleurs, très peu de temps après, des poursuites ont été engagées contre James Comey et Letitia James. Mais alors pourquoi sont-ils poursuivis et comment est-ce que ça s'est passé? On va commencer par le cas de James Comey. James Comey c'est donc un ancien directeur du FBI qui a été inculpé le 25 septembre pour fausse déclaration au Congrès, donc c'est l'équivalent du Parlement en France, et pour obstruction à une commission d'enquête parlementaire. Et en fait, ces accusations, elles portent sur son témoignage de septembre 2020 concernant une enquête sur les ingérences russes dans la campagne présidentielle de 2016, alors qu'il dirigeait à l'époque le FBI sous le premier mandat de Trump. Et spoiler, alors qu'il était donc à la tête du FBI, il avait enquêté sur les liens possibles entre l'équipe de campagne de Donald Trump et la Russie. Ça n'avait pas plu à Donald Trump à l'époque, qui était président et qui avait donc décidé de le renvoyer en 2017. Alors l'acte d'accusation lui reproche une déclaration, je cite, fausse et frauduleuse sur le sujet, alors que c'est pourtant des faits qui avaient été largement étudiés par le FBI et par le Congrès à l'époque. Alors James Comey a réagi en clamant son innocence et en affirmant savoir, je cite, depuis des années, ce qu'il en coûte de s'opposer à Donald Trump. On va évoquer maintenant rapidement Letitia James, qui est donc procureure générale de l'État de New York. Elle est donc la principale responsable du système judiciaire de cet État. Elle a été inculpée le 14 octobre devant un tribunal fédéral de Virginie pour fraude bancaire et fausse déclaration à une institution financière. Elle est en fait accusée d'avoir déclaré en 2020 qu'une maison en Virginie était une résidence secondaire pour obtenir de meilleures conditions de prêt. Mais bizarrement, eh bien, cette inculpation, elle arrive très peu de temps après, eh bien, le souhait public de Donald Trump de faire en sorte de l'inculper. Et ça intervient aussi très peu de temps après qu'elle ait justement poursuivi Donald Trump et ses fils. En effet, dans le cadre de son travail, elle les accusait d'avoir gonflé artificiellement la valeur de leurs actifs, comme leurs biens immobiliers, dans l'objectif d'obtenir des prêts bancaires et des conditions d'assurance plus avantageuses. Tout cela avait d'ailleurs abouti à une amende record qui avait finalement été annulée en appel en 2025. Bref, Letitia James dénonce des représailles politiques et un usage désespéré du système judiciaire comme arme. Alors qu'en est-il maintenant rapidement de John Bolton? John Bolton, c'est peut-être l'exemple le plus marquant et en l'occurrence, c'est celui où il pourrait y avoir potentiellement des poursuites importantes. John Bolton, c'était un ancien conseiller de Donald Trump, sauf que en 2020, il a publié un ouvrage critiquant ouvertement le président des États-Unis. C'était devenu depuis l'un des ennemis numéro 1 du président des États-Unis. Et récemment, le FBI, mené par Kash Patel, a perquisitionné le domicile et le bureau de John Bolton pour vérifier s'il détenait ou s'il partageait illégalement des documents classifiés. Et il a finalement été inculpé ce jeudi de 18 chefs d'accusation liés à la possession et à la transmission de documents classifiés pendant son premier mandat. Et en fait, ces accusations, elles portent sur plus de 1000 documents, y compris des notes top secrets qui auraient été partagées avec 2 proches
proches qui n'étaient pas habilités à y accéder. Et concrètement, il s'agirait de sa femme et de sa fille selon les médias américains. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que certains de ces documents avaient été envoyés via un compte mail personnel piraté par un acteur étranger, ce que John Bolton avait signalé lui-même au gouvernement, sans préciser s'il contenait des informations sensibles. Si les faits sont avérés, il risque de lourdes peines de prison. Alors John Bolton a dénoncé ces poursuites comme une utilisation politique de la justice. Dans un communiqué, il a déclaré, je cite, « Je suis devenu la dernière cible dans le cadre de l'utilisation abusive du ministère de la Justice pour poursuivre ce que Trump considère comme ses ennemis avec des accusations qui ont été rejetées auparavant ou qui déforment les faits. » Et au-delà de la potentielle culpabilité de John Bolton, puisqu'évidemment il faudra voir à quoi ressemble l'enquête et à quoi ressemble le procès, cette affaire, elle illustre un point plus large. En réalité, l'objectif de Donald Trump, il ne semble pas forcément être la condamnation judiciaire de ses adversaires, puisque certaines de ces poursuites n'iront clairement pas jusqu'au bout. L'objectif, c'est donc de dissuader des anciens proches ou alors des opposants de s'attaquer à Donald Trump ou alors de dénoncer certaines actions du président des États-Unis. En tout cas, Donald Trump, ce mercredi, lors d'une conférence de presse, a désigné 3 nouvelles figures comme ses ennemis. Il a parlé de Jack Smith, un procureur spécial qui avait engagé 2 poursuites pénales contre lui. Il a aussi ciblé Andrew Weissmann, qui est un ancien responsable du FBI, et Lisa Monaco, qui était procureure générale adjointe sous Joe Biden. Alors l'opposition dénonce ces désignations publiques et ces accusations comme étant un abus de pouvoir. Et à noter au passage que lors de la présidentielle, il y avait un groupe de réflexion qui s'appelait la Heritage Foundation, qui existe encore aujourd'hui. Un groupe réputé très proche de Donald Trump, qui avait mis en place et élaboré un projet, le projet 2025. C'était un document de près de 500 pages dont on avait parlé à l'époque, qui était vu comme une forme de programme politique pour Donald Trump. Et ce programme, il proposait justement de placer le ministère de la Justice directement sous l'autorité du président. La justice serait donc encore moins indépendante, ce qui évidemment constituerait un bouleversement des institutions aux États-Unis. Et certes, Trump avait pris ses distances pendant la campagne présidentielle avec ce projet 2025 et la Heritage Foundation, mais surprise, depuis son arrivée au pouvoir, on retrouve dans son équipe de nombreuses personnes qui ont travaillé justement sur ce programme projet 2025. Enfin, dernière chose à noter, histoire d'être parfaitement complet, mais je vous mets des liens directement en description, Trump a procédé à ce qui est considéré par beaucoup comme une purge au sein du département de justice, poussant à la sortie de nombreux procureurs qui ne lui étaient pas favorables pour les remplacer par d'autres. Enfin, aujourd'hui donc, on s'est concentré sur la question ici des opposants politiques qui sont ciblés comme ça par le biais de la justice, mais on ne va pas revenir aujourd'hui sur les menaces de coupe dans les budgets des universités, sur les attaques aussi contre des médias ou des émissions, notamment Jimmy Kimmel récemment, on en avait déjà parlé. On avait déjà eu l'occasion d'évoquer aussi la façon dont Donald Trump cible les cabinets d'avocats aux États-Unis. Bref, en tout cas, face à ce que beaucoup d'Américains considèrent comme de nouvelles dérives très graves, il y a de nouvelles manifestations qui ont émergé aux États-Unis sous le slogan No Kings. Alors là, je tourne samedi après-midi et ça se passe ce samedi, donc on verra à quoi ça ressemble. Mais il y a plusieurs centaines de milliers de personnes qui sont attendues ce samedi à travers tous les États-Unis pour protester contre la politique de Trump et, je cite, défendre la démocratie. Je vous renvoie aussi à mon interview que j'ai fait il y a quelques jours de Asma Mala, qui est donc une politologue et qui développe dans cette interview de près d'1h30 sa vision sur la politique de Donald Trump et ce qu'elle considère être de son côté ce qu'elle appelle un fascisme simulacre. Et pour mieux comprendre tout ça, je vous renvoie directement à l'interview. Elle est disponible sur notre chaîne YouTube des grands formats, mais aussi, je le disais, en podcast audio. Vous tapez Hugo Décrypte, vous allez pouvoir le retrouver. On verra donc comment est-ce que tout cela évolue. Je vous laisse avec Elie Sarah pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu, toujours au sujet de Donald Trump. Le président américain recevait vendredi son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, à la Maison-Blanche. C'est la 3e fois depuis son retour au pouvoir et au cœur des discussions, il y avait les missiles américains longue portée Tomahawk. Ces missiles sont notamment reconnus pour leur précision et leur vol en basse altitude, ce qui les rend très difficilement détectables. Et l'Ukraine et Volodymyr Zelensky demandent depuis plusieurs mois maintenant à en obtenir, notamment pour toucher des cibles russes qui sont plus éloignées de la frontière. Mais Donald Trump n'a pas donné d'accord ce vendredi, déclarant que les États-Unis ne veulent pas d'escalade. Quelques jours plus tôt, le 12 octobre, le président américain avait un peu ouvert la porte à cette possibilité avant de finalement rétropédaler à la suite d'un appel avec Vladimir Poutine qui a eu lieu quelques heures avant la rencontre Trump-Zelensky. Les dirigeants russes et américains doivent se rencontrer prochainement, selon Donald Trump. Deuxième actu, l'accord qui imposait des restrictions au programme nucléaire iranien est arrivé officiellement à son terme ce samedi. Cet accord, il s'agit de l'accord de Vienne. Il a été conclu en 2015, prévu pour durer pile 10 ans et signé notamment par l'Iran, les États-Unis, la Chine, la Russie ou encore la France. Son but, c'est d'encadrer le développement du programme nucléaire iranien, notamment pour pas que le pays se dote d'une arme nucléaire, avec en échange une levée des sanctions internationales qui pesaient fortement sur l'économie du pays. Alors par
Parmi les limites au programme nucléaire iranien, l'accord de Vienne prévoyait notamment une supervision stricte des activités nucléaires de l'Iran par l'AIEA, le gendarme nucléaire de l'ONU, ainsi qu'un plafonnement de l'enrichissement de l'uranium de l'Iran à 3,67%. Pour vous donner une idée, les États qui ont une arme nucléaire disposent d'un uranium enrichi à 90% et les centrales nucléaires civiles qui produisent de l'électricité utilisent de l'uranium enrichi entre 3 et 5%. À noter que l'accord a été fortement fragilisé en 2018, puisque les États-Unis, sous le premier mandat de Trump, s'en sont retirés et ont rétabli les sanctions américaines sur l'Iran. Et depuis, l'Iran s'est progressivement affranchi des restrictions nucléaires de l'accord. Cet été, en juillet, l'Iran avait même annoncé stopper toute collaboration avec l'AIEA après une guerre de 12 jours face à Israël et aux États-Unis. Des sites nucléaires iraniens avaient été bombardés. On vous avait fait plusieurs vidéos sur le sujet à ce moment-là, si vous voulez avoir les détails. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a déclaré dans une lettre adressée samedi à l'ONU que l'expiration des accords de Vienne rendait les restrictions sur le programme nucléaire nulles et non avenues, ajoutant que l'Iran maintenait son engagement ferme en faveur de la diplomatie. Et enfin, la note de la France a été abaissée par l'agence de notation américaine S&P, l'une des 3 principales agences de notation financière. Elle est passée de AA- à A+, la note la plus élevée étant le AAA et la plus basse le D. Les notes qui sont données par ces agences sont en fait une évaluation de la capacité d'un pays à rembourser sa dette. Plus la note est élevée, moins le pays est considéré comme un risque pour les prêteurs, et donc moins il doit payer d'intérêts sur ses emprunts. Et inversement, plus la note est basse. S&P a estimé que malgré la présentation cette semaine du projet de budget 2026, l'incertitude sur les finances publiques françaises demeurait élevée. Le ministre de l'économie, Roland Lescure, a affirmé prendre acte de cette décision. À noter qu'il y a un mois, en septembre, l'agence Fitch avait déjà dégradé la note de la France de AA- à A+, et la 3e agence, Moody's, doit donner sa note le 24 octobre prochain. La France n'avait jamais eu de simple A avant cette année, depuis le début de l'existence de ces notations. Merci beaucoup Elisara pour ces actualités. Alors pour suivre l'actualité demain, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.